va échanger ce matin autour donc de ce projet d'assainissement du monde des médias au Bénin. L'ODEM s'est lancé dans une vaste campagne avec une série de décisions récemment. Une qui a ciblé ces personnes qui se présentent sur des lieux d'événements en tant que journalistes alors qu'ils n'ont rien à voir avec la profession. Eh bien, l'ODEM en a parlé et puis dernièrement, notamment hier, cette énième sortie pour condamner certains organes de presse pour violation du code d'éthique et de déontologie de la profession. Franck Aounou, bonjour. Bonjour. Alors, on a une offensive, faut-il dire, de la part de l'ODEM qui veut viser, je dois dire, l'assainissement du milieu. Doit-on parler de réveil? Doit-on parler de réalisme, Eric? Je préfère plutôt réveil, parce que ça fait un bon moment que notre fêtier, l'ODEM, dont nous l'avions vu avec autant d'enthousiasme, a fait notre travail de maison. Ce que je salue déjà et qui montre depuis l'installation de cette nouvelle équipe qu'il y a une volonté vraiment d'assainir notre secteur, notamment du point de vue de la déontologie et de l'éthique. Cela nous avait beaucoup manqué, ce qui a fait que nous avions pris pas mal de mauvaises habitudes. Je pense que maintenant que l'ODEM a repris l'exercice, je pense que la semaine passée, nous avions eu droit à une déclaration qui a quand même clarifié la position, je dirais, d'un confrère qui prend le vilain luxe de se faire désigner journaliste sur les lieux de reportage. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux véritablement comme lui. Et donc, c'est notre travail de maison, c'est une purge qu'il faut faire. Et c'est bien que l'ODEM, certainement, a senti ce besoin et a commencé véritablement par se mobiliser. Et nous devons accompagner notre fêtier dans cette dynamique-là, justement mettre à la disposition de l'ODEM des informations pouvant vraiment lui permettre d'accomplir ce travail, parce qu'à elle seule, elle ne peut véritablement pas le faire. Et il faut comprendre par là, dans chaque corporation, il y a toujours ce mécanisme qui permet de tirer du bon grain de livret et de permettre justement de donner une belle image à la corporation. Moi, je trouve que c'est très important et l'ODEM doit pouvoir aller plus loin. Franck? Oui, je pense qu'il faut saluer la détermination et l'engagement de cette équipe de l'ODEM que j'ai vue très active ces derniers mois. Je pense que comparativement à ce qu'on a observé, on peut saluer les précurseurs, ceux qui ont travaillé pour que l'ODEM puisse voir le jour. Je veux penser au douanier François Aoudo qui, au début, a donné quand même un nouveau souffle en matière d'assainissement de notre secteur. Il y a également bien d'autres qui se sont succédés à la tête de l'ODEM. Constant Eroumi. Voilà, Constant Eroumi. La dernière mandature, c'est vrai que nous n'avons pas été trop satisfaits de comment les choses ont été gérées, mais cette équipe-là a décidé quand même de reprendre les choses en main et de jouer véritablement son rôle. L'éthique, la déontologie, je crois que ça fait partie des valeurs que nous devons cultiver au niveau de la presse, parce que quand vous faites un check-in aujourd'hui, usurpation de titres, c'est nous, harcèlement, c'est nous, oui, manque de professionnalisme, c'est nous, clochardisation, et c'est nous-mêmes qui clochardisons notre métier, qui reste un métier très noble. Ceux qui ont fait le journalisme avant nous vous diront avec beaucoup plus d'explications comment les journalistes sont quand même des citoyens à respecter, parce qu'ils faisaient leur travail avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de retenue, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et la presse est devenue aujourd'hui un réceptacle, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est promené dans les amphithéâtres, lorsqu'on a fini de ne pas trouver un atelier ou échouer avec sa licence, avec son bac, eh bien, on se trouve une rédaction. On devient journaliste. Oui, on va faire 1 mois, 2 mois de stage et on se dit journaliste. On n'est même plus journaliste que ceux qui ont fait leur formation, qui ont un certain nombre d'années dans la presse. Oui, nous critiquons beaucoup les autres, nous leur reprochons leur façon de faire, mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous voilons la face. Ce n'est pas bien et je pense que l'ODEM est en train de faire un très bon travail. Mais beaucoup plus, c'est l'effet de ce travail-là qui est attendu. Il faudrait qu'on puisse suivre les décisions qui sont prises
par exemple, quelqu'un qui se promène sur les lieux de reportage et qui harcèle pratiquement les organisateurs pour leur écrire un papier ou deux qu'on balance comme ça sur la toile et qui se réclame journaliste avec de gros sacs, avec des paperasses qu'on traîne partout. Ils n'ont aucun siège, ils n'ont aucun journal, ils n'ont rien du tout. Il suffit d'écrire des mots et parfois ils sont manipulés. C'est là même le risque, ils sont manipulés. Ils sont très souvent manipulés. Ils sont très souvent manipulés et ils n'hésitent pas à en venir même aux mains. Lorsque par exemple on ne leur donne pas leur gombo sur les lieux de reportage, les 5 000 francs de per diem, ça suffit pour que ces gens-là se déshabillent pour s'offrir un spectacle. Je crois qu'il faut arrêter la saignée et c'est ce que l'ODEM fait si bien. Moi je pense qu'il faut poursuivre dans cette lancée et débarrasser la presse de ces brebis galeuses-là qui ternissent son image. J'avoue que j'ai été témoin une ou deux fois de scènes de ces messieurs. Et comme vous l'aviez dit, hein, ils sont prêts, les gens, à se déshabiller, à former les points et à commencer à se bagarrer pour un 5000 ou pour un 2000 qu'on leur a pas offert. Mais le communiqué de l'ODEM restera un communiqué. Quelle est l'efficacité et la pertinence quand on sait que véritablement c'est un mal qui s'est profondément enraciné, Eric? Mais c'est déjà bien que l'ODEM puisse le faire savoir en tant que fêtière qui s'occupe des questions de déontologie et de l'éthique. Au moment opportun, on dira quand même que cette fêtière a véritablement fait son travail. Après, comme vous l'avez dit, il faut trouver d'autres voies de sanctions pour certainement permettre de davantage faire en sorte que dans notre corporation, nous n'ayons pas dans nos rangs de ces éléments qui ne soignent pas du tout l'image de la corporation. Et c'est peut-être là que la HAC, en tant qu'institution de l'État qui s'occupe et des médias et de la vie des médias, peut aussi, une fois que l'ODEM a fini de faire son travail, peut justement essayer encore de voir dans quelle mesure il faut aller vers des décisions fortes, n'est-ce pas, concernant ces personnes. Mais je pense aussi que quand on dénonce aussi, il faut aussi encourager. Vous avez des médias qui s'efforcent, avec le contexte que vous connaissez, à quand même faire respecter l'éthique et la déontologie dans leur façon de travailler et qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être présentés comme des modèles, et si de faire en sorte que dans notre corporation, il y en a quand même qui continuent par tenir par respecter les règles, n'est-ce pas, de ce métier, par donner de la valeur, je dirais, n'est-ce pas, à notre profession, y compris les médias, mais aussi des journalistes qui quand même essayent vraiment de faire du bon boulot. Franck? Oui, je pense que l'ODEM ne pourra pas aller plus loin puisque les tests... Et c'est une faiblesse. Absolument. Voilà, c'est une faiblesse qu'on devrait corriger depuis, qu'on n'a pas corrigé, parce que les tests qui fondent même l'existence de l'ODEM n'ont pas prévu qu'il y ait des mesures coercitives, par exemple, pour définitivement extirper. L'ODEM reste en tout cas une entité de condamnation à l'interne. Donc, je pense que c'est une faiblesse qu'il faut revoir. Pourquoi pas? L'équipe qui est en train de faire un très bon travail actuellement peut lancer les réflexions pour voir comment il faut aller plus loin, nouer des rapports avec les institutions judiciaires, avec tout ce qui peut aider à contenir ces personnes-là qui ne font pas bien le travail ou qui usurpent de titres de journalistes alors qu'ils n'en sont pas du tout. Hein. Donc, moi, je pense que il faut lancer les réflexions pour voir comment, à côté de la condamnation, à côté de la dénonciation, comment ajouter des mesures qui puissent leur permettre de finir définitivement avec ces comportements-là, ces pratiques-là, qui ne sont pas du tout bonnes. Vous voyez des gens qui sont pratiquement harcelés, ils vont jusqu'à leur domicile où on vient sur les lieux de reportage, alors que celui qui organise quelque chose a un budget. Il sait qu'il a invité 2 ou 3 journalistes qui doit régler à la fin. Ils débattent 2 ou 3 et ils ont des copains. Lorsqu'ils arrivent sur le lieu de reportage, ils appellent les autres et c'est... Ensemble, on est plus fort. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il faut véritablement penser à comment
puni aussi, pas condamné seulement. Et l'ODEM va quand même jouer Est-ce un que grand rôle. les réformes annoncées et confiées par le chef de l'État à la HAC pourraient saisir cette opportunité? Comment est-ce que ça peut se faire, justement, Si peut-être en amont, par exemple, sur cette question, les acteurs qui travaillent sur cette réforme ont certainement pris contact avec l'ODEM. Je pense que l'ODEM aurait pu placer, n'est-ce pas, cette idée ou peut-être organiser une réflexion pour que cela soit dans cette réforme qui est annoncée. Vous savez que pour nous-mêmes qui sommes acteurs, cette réforme, on n'a pas trop d'éléments. On ne sait pas avec qui on est en train vraiment de travailler autour de cette réforme, le contenu de la réforme, qu'est-ce qu'on veut nous proposer, comment ça va se passer. La dernière fois, quand on a fait ce débat ici, il y a même des faits tiers qui estiment n'avoir pas été associés aux réflexions, ce qui est plutôt bizarre. Et donc, notre souhait, c'est quand même que cette réforme puisse nous permettre de quitter d'un point A à un point, je dirais, E, F, en tout cas un peu plus loin, plus proche de Z, pour certainement nous permettre d'aller plus loin. Et si, justement, on peut effectivement voir dans quelle mesure on peut trouver d'autres moyens de sanction, et qui, je précise, qui ne soient pas la fermeture des médias ou le fait qu'on envoie des journalistes en prison, mais des sanctions qui amènent un journaliste à se rendre compte de son erreur, n'est-ce pas, et à changer de fusil d'épaule, mais aussi à amener aussi des médias à former aussi. Il y a aussi ça qui manque, la formation au niveau de nos rédactions. On ne peut pas tout mettre sur la tête des promoteurs qui s'emploient déjà à trouver des solutions sur d'autres dépenses. Il y a ça qui nous manque, ou sur des disciplines, des thématiques données, on a vraiment ce que FETIER accompagne des journalistes dans ce genre de formation. C'est pas évident que les réformes en cours puissent régler ce problème et rendre en tout cas le bâton à l'ODEM. Je pense qu'il faut beaucoup plus faire les réflexions au niveau, parce qu'on a parlé de FETIER, c'est-à-dire que c'est de notre propre initiative, en notre sein, que nous avons décidé de mettre en place l'ODEM pour faire respecter l'éthique et pour œuvrer à ce que la déontologie soit respectée également. Donc, c'est à nous de réfléchir encore ensemble avec les professionnels des médias et peut-être avec l'aide de l'UPMB, se revoir pour dire désormais l'ODEM ne va pas s'arrêter seulement à condamner, l'ODEM ne va pas seulement dénoncer ou mettre à nu les mauvaises pratiques que nous avons dans le secteur, mais l'ODEM a la possibilité, par exemple, d'aller porter plainte, d'aller devant les juridictions, de dénoncer, de demander à la police de faire des enquêtes, et lorsque les enquêtes sont bouclées, on peut aller devant les tribunaux pour rester en justice, pour dénoncer, pour dire à telle personne que vous avez usurpé le titre de journaliste, vous ne devrez pas le faire, et le juge va décider. Je pense que le travail doit se faire à notre niveau nous-mêmes. Les réformes qui sont en cours, je crois que c'est en général pour toucher la presse, mais ça peut avoir des impacts sur ce que nous dénonçons là. Ça peut permettre de régler, encore que nous ne savons pas le contenu encore des réformes, ce que ça va donner. Oui, mais après, il y a des infractions qui se retrouvent dans le droit commun. Et non, ça, oui, absolument. L'usurpation de titres, on n'a pas besoin, chantage, pas seulement par voie numérique. On n'a pas besoin de traiter ça au niveau de la corporation. Je pense que ça, la justice ordinaire peut s'en occuper. Mais je trouve aussi que la solution peut être aussi, si on pouvait renforcer notre carte de presse, parce que entre quelqu'un qui a une carte de presse et quelqu'un qui ne l'a pas, aujourd'hui nous savons qu'il n'y a pas une différence. Si cela était un outil et que une décision de ce que l'ODEM dit, nous vous retirons votre carte de presse et que vous savez avec ce retrait ce que vous perdez comme privilège, comme avantage, je pense que ça peut apporter un changement. Mais nous voilà dans une corporation où c'est vrai, les cartes sont délivrées, mais ça ne nous sert visiblement à rien. Il faut peut-être renforcer cela pour que cela soit un outil indispensable de travail
Et on peut en même temps estimer, en termes de sanctions, la RAC peut estimer que la première sanction que nous prenons contre vous, c'est d'abord de vous retirer votre carte de presse pour un moment. Cela vous empêche d'exercer votre métier, cela vous empêche de jouir de des avantages de votre carte, un truc comme ça. Mais là encore, il faut que ce travail qu'on nous a promis depuis je ne sais combien d'années, les décrets d'application pour permettre C'est des mois. aux journalistes... Pour la carte, c'est des années. Oui, il parlait de la carte. De jouir de nos avantages sur la carte pourrait nous aider vraiment à trouver des solutions. J'espère que, en tout cas, quand on parle d'assainissement, la RAC a aussi un grand rôle à jouer. Absolument. Et c'est pourquoi je parle de cette opportunité des réformes, puisque c'est elle qui, ma foi, pilote les réformes. Faut-il dire, la RAC a tenu, en fin de semaine écoulée, une rencontre encore sur cette affaire de réforme, notamment à Abomey, où quand même un certain nombre d'acteurs ont été réunis pour jeter un coup d'œil à ce qui a été élaboré. Je crois que ça doit être la deuxième rencontre de ce genre. Une troisième est prévue, une troisième est prévue à cet effet. En tout cas, on espère que ça va pouvoir contribuer à redorer le blason de la presse au Bénin, parce que nous avons une image qui n'est pas très plaisante actuellement, et c'est difficile, parfois gênant même de se présenter en tant que journaliste, parfois dans des milieux donnés. Les gens vous prennent du haut et se demandent ce que vous êtes venu faire par ici, et justement parce que vous aviez des confrères qui... est-ce qu'on peut les appeler des confrères qui vous ont mis dans ils nous ont habitués à les appeler des confrères. Aujourd'hui, maintenant, il y a des milieux dans lesquels vous ne pouvez pas vraiment y aller sans un contrôle strict, surtout quand vous dites que vous êtes journaliste. On vous contrôle 2-3 fois. C'est ça. 2-3 fois que les autres. On ne commence pas à appeler par ici pour vérifier. C'est ça. Nous avons des complexes hôteliers qui refusent carrément de prendre des mesures assez fortes. Vous venez pour une activité, on vous garde d'abord à la porte, on vous demande d'appeler les organisateurs. Et en même temps, ce sont les organisateurs qui deviennent votre carte de presse. C'est vraiment triste. Bon, on espère en tout cas que ça va changer. On aura des idées pour changer cela, avec notamment les réformes conduites par la RAC. Allez, on va changer de sujet. On va parler un peu de cette polémique. Je ne sais pas si elle va s'arrêter, notamment avec l'intervention du gouvernement au Parlement. C'était la semaine écoulée. C'est au sujet de l'homosexualité annoncée pour être enseignée. Ça a commencé d'ailleurs au niveau donc de l'école béninoise, notamment des classes de 5e. Enseignement donné par les professeurs de la matière des sciences de la vie et de la terre. Alors, on a vu que le sujet a dressé les cheveux sur la tête de beaucoup de personnes. Le gouvernement est allé s'expliquer la semaine écoulée, comme je le disais, Franck. Satisfait, soulagé, inquiet toujours, polémique en l'est toujours? Non, moi, j'ai eu des explications. Soulagé, satisfait, je ne saurais le dire pour le moment. Mais on peut aujourd'hui se contenter, en tout cas, s'en tenir à ce que le gouvernement a dit. On a dit qu'il n'y a pas l'homosexualité qui a été introduite dans les programmes d'enseignement, dans les curricula, et que ce sont en tout cas des notions sur la santé de la reproduction, la santé sexuelle qui sont enseignées aux enfants. Moi, je voudrais prendre au mot le gouvernement pour dire qu'on doit s'en tenir à ça. Parce que c'est devant la représentation nationale que le ministre a donné ses explications. Et moi, ça m'a... je me suis fait une idée de ce que le gouvernement est en train de rechercher. Mais si d'aventure, dans la façon de rendre les cours, dans ce qui est prévu, le contenu même de cette discipline-là ou de cette... activité, comment on les appelle, de cette situation d'apprentissage, si le contenu évoluait, c'est là que ça va moi me poser un petit problème. Parce qu'on a dit, il n'y a pas d'homosexualité, on n'en enseigne pas aux enfants, c'est la santé reproductive, c'est la santé sexuelle et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans la santé et quels sont les éléments qu'on évoque quand on parle de santé sexuelle? C'est beaucoup de choses à la fois. Et la santé sexuelle, je suppose que quand vous n'avez pas un certain âge, il faut pas aller vers le sexe, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut se protéger. Etc. Quand les femmes ont un certain âge, c'est la puberté, c'est ci, c'est ça, les parents doivent discuter avec eux, il faut pas en faire un sujet tabou.
qu'on puisse arrêter là. Oui, mais comment est-ce qu'on peut évoquer tout cela, tout cet univers sémantique et de mots et d'expressions sans forcément glisser vers l'homosexualité, qui est quand même une question d'actualité, Eric? Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite en disant on ne doit pas faire ça, on ne doit pas en parler, alors que dans la rue, l'enfant voit les choses et cela se pratique dans notre quotidien. On rencontre des gens dans notre quartier dont l'allure et les façons de s'habiller inquiètent et surprennent et vous faire retourner de gros yeux. On sait qu'à la télé, l'enfant il tombe là-dessus, les bandes dessinées en parlent, les dessins animés aussi sont formatés à ce propos, alors que l'enfant passe autant de temps que possible devant la télévision. Est-ce que ce n'est pas hypocrite de refuser d'en parler? Oui, c'est une hypocrisie que nous entretenons certainement pour, je dirais, sécuriser notre société. Parce que on estime que si cette thématique, telle que nous la désirons, homosexualité, est enseignée en tant que telle, vraiment, dans nos écoles, dans nos collèges, cela pourrait c'est pas nous amener dans une autre situation qu'on ne peut pas vraiment gérer. C'est peut-être pour ça que le gouvernement essaie d'insister sur le fait qu'il n'est jamais question de l'enseignement de l'homosexualité, mais plutôt des questions de santé sexuelle. De santé sexuelle, de reproduction et tout ça. Alors, est-ce que cela aussi, ça va nous épargner à nos enfants de tomber sur ces notions, comme vous l'avez dit, à la télé, dans les rues, entre amis. Faut-il le dire, les enfants le pratiquent déjà. La question que nous nous posons, c'est comment est-ce qu'il ne faut pas fermer vraiment les yeux, faire comprendre la nécessité aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui change et qui évolue, et que nous mettons de côté cette peur et d'aborder ces sujets avec nos enfants, plutôt que nos enfants aillent découvrir de je ne sais quelle façon, avec qui, n'est-ce pas, ces notions, ces trucs-là à l'extérieur. Parce que nous savons que quand ça se passe comme ça, et que vous n'êtes pas là pour essayer de canaliser la compréhension de vos enfants sur certaines choses, et que ça soit leur propre curiosité qui les amène à la découverte de ces choses-là, le risque que l'enfant se retrouve à pratiquer enfin, je ne voudrais pas sortir de gros mots ce matin, est élevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on reste là, on se dit oui, parce qu'on n'enseigne pas, parce que l'enfant n'aura pas une idée de ces trucs, mais c'est faux. Vous et moi savons qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont des smartphones parce que les parents estiment que quand l'enfant est à l'école, que je suis au boulot, je peux prendre régulièrement des nouvelles de mon enfant. C'est ce que nous disons, mais c'est parce que les enfants font de ces téléphones, de ces smartphones, puisque nous ne sommes jamais là pour contrôler comment est-ce qu'ils utilisent. Alors, nous refusons à un système éducatif de prendre la responsabilité d'enseigner, de préparer les esprits sur ces notions chocs que le monde nous impose, mais en même temps, nous fermons les yeux sur ce que nos enfants font au dehors et puis tout ça. Finalement, on se trompe là. Moi, je pense que certainement que du côté du gouvernement, en termes de politique, c'est leur façon peut-être de ne pas nous lancer dans ce débat. C'est peut-être un peu brusque, nos mentalités ne sont pas peut-être encore prêtes à accepter cette chose. Mais on vit avec la chose mais au quotidien. Nous sommes déjà dans cette réalité. Oui. Vous savez, ici à Canal 3, nous avons réalisé une enquête. J'ai eu peur quand vous avez dit ici à Canal 3. Nous avons réalisé une enquête. Est-ce que vous voulez dire qu'il y en a déjà dans le rang ici à Canal? J'allais commencer à faire très attention. Si c'était le cas. Non, sérieusement, si c'était le cas. Non, mais vous n'avez quand même pas fui. Alors, nous avons écrit pas sur une pancarte et mettre ça à leur dos, non? Alors, nous avons réalisé une enquête et on s'est rendu compte que dans nos universités, dans nos écoles, dans nos écoles, églises, oui. Et puis tout ça, nous avons ce phénomène qui s'enracine. Et peut-être que est-ce que c'est pas le moment pour le gouvernement, un peu comme dans d'autres pays, le Nigeria, l'Ouganda, de donner sa position? Justement, j'allais vous faire la question. On a suivi. Comment est-ce qu'il faut prendre cette question? On a suivi le ministre lors de son intervention devant le Parlement qui dit l'État béninois ne condamne pas ça, mais l'État béninois n'offre pas non plus des conditions spéciales de protection à cette neutralité, Franck. Non, vous comprenez la neutralité du gouvernement parce que la loi elle-même
le droit positif béninois est mieux sur la question. Fouiller dans tout ce que nous avons. Mais on peut faire voter une loi. Hein, oui, on peut faire voter, mais juste au moment où le ministre intervenait au Parlement, la loi ne dit pas, écoutez, les homosexuels et tout ce que vous voulez, ceux-là, ils sont sous d'autres, si on dit, quand vous les voyez, vous les lapidez, vous faites ci, vous faites ça, c'est ce qui est prévu ailleurs. Mais ici au Bénin, la loi n'a rien dit là-dessus. Mais lorsqu'on amène ça dans le milieu éducatif, où on est censé apprendre des valeurs, qu'est-ce qu'on veut demander? Parce qu'on dit, ce sont des gens qui ont des droits qu'il ne faut pas brimer. C'est ce qu'on dit. Et quand vous dites ça à quelqu'un, si moi je vois quelqu'un qui le fait, si moi je suis contre la pratique, je ne peux rien lui dire. Donc c'est la façon dont on va libeller, on va donner, on va rendre ce coup-là, moi qui me préoccupe et sur la question. Sinon, ça ne gêne pas qu'on en parle. Et même si vous prenez aujourd'hui 10 personnes qui en parlent, peut-être que vous aurez moitié-moitié. Des gens vont dire le droit, les universitaires vont vous rappeler tous les principes de droit. Si William était là, il va vous dire, oui, non, si des questions de droit, si des questions de Je regrette qu'il ne soit pas là pour voir un peu sa posture. Lui, il partageait à la fois entre sa foi et ses principes voilà, de droit. Et donc maintenant, même au niveau de... Enfin, ceux qui doivent défendre aujourd'hui ces valeurs-là, parlant de foi et tout, le mal est en train de ronger ces entités-là. Les églises, vous allez dans le milieu sportif, vous allez dans les internats, vous allez à l'université, où vous allez pour apprendre de notre culture et de notre moralité telle qu'on la perçoit. C'est un mal, Eric. Non, moi on ne peut pas le dire. Voyez-vous, nous sommes dans une société où on estime que pour des questions de droits de l'homme, parce que c'est la défense aujourd'hui de ces groupes constitués comme des lobbies qui abordent ces thématiques. Leur défense aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde de respect des droits de l'homme, et cela, chacun peut vivre comme il entend, comme son choix, voyez-vous. Mais c'est pour ça que les États doivent pouvoir aller bien au-delà et aller vers des législations spécifiques. On condamne ou on ne condamne pas? Justement, c'est ça que je dis. L'État doit pouvoir nous donner sa position. Et il y a des États qui ont pris, je dirais, le risque, parce que après avoir voté ces lois, dans ces États, il y a beaucoup de financements qu'ils ont perdus. Vous savez, aujourd'hui, vous n'imaginez pas la pression que la communauté internationale fait sur l'Ouganda, parce que chez eux, c'est criminalisé. Quand on vous arrête dans je ne sais quel coin de ce pays... Mais l'Ouganda n'est pas pour autant tombé, hein? L'Ouganda est toujours debout. Oui, mais il continue par résister. Quand vous voyez le nombre de financements que les États-Unis les ont retirés, c'est énorme. Cela aurait pu les aider à développer leur système énergétique et bien d'autres ressources, voyez-vous. Alors, et ça, c'est du chantage, voyez-vous, à l'échelle internationale. Et nous savons que ce dont nous parlons, comme l'a dit Franck, ils sont constitués dans pas mal de groupes de pression à l'échelle internationale pour davantage amener des États soit à rester silencieux, soit à ne pas entreprendre des actions législatives un peu coercitives sur la présence de ces personnes dans notre société. Mais ce que le ministre a insisté, c'est que oui, l'État il n'y a pas une loi qui criminalise cette pratique chez nous, mais ce n'est pas une pratique acceptable dans notre société, dans notre culture. D'accord, ce n'est pas acceptable. Pourquoi on ne fait pas une loi pour dire que ce n'est pas acceptable? Il va falloir que... C'est comme si on dit que quelqu'un vole. Enfin, c'est comme si on dit que le vol n'est pas accepté dans notre société. Mais qu'on ne prend aucune mesure pour fixer clairement ce qui pourrait se livrer à l'acte de vol. Non, le juste milieu que recherche le ministre est très ambigu. Il va falloir que notre État puisse prendre vraiment position pour trancher cette affaire-là. Parce que la proportion que ça prend, lorsque les gens en parlent, hein, c'est parce que, bon, on ne peut pas tout dire sur des plateaux de télévision, sur des chaînes de radio, on ne peut pas tout dire, au risque de heurter des sensibilités. Donc, ça prend une proportion très inquiétante dans toutes nos sociétés en Afrique. Lorsque, par exemple, vous voyez sur les réseaux sociaux, on vous cite des noms de personnes, ceux-là qui doivent même nous aider à lutter, c'est eux qui sont dans ces genres de lobby là, ça craint sérieusement. Et moi, je voudrais féliciter le député, les démocrates qui a abordé la question. Ça a permis quand même d'amener, Noureno Achade,
d'amener un membre du gouvernement à se prononcer parce que depuis, ça parle beaucoup, ça jase beaucoup sur les réseaux sociaux, on en parle, les gens ont même peur d'aborder le sujet et le gouvernement est resté muet. Mais à travers cette question, on a pu écouter quand même un ministre de l'Éducation, qui plus est le chef de file des ministres de l'Éducation. Je crois que c'est déjà un début et les députés doivent poursuivre pour aller voir le contenu de ce qu'on est en train d'enseigner aux enfants par une commission d'enquête. C'est leur rôle. C'est des inspecteurs pédagogiques. Non, ils peuvent faire appel à des inspecteurs pédagogiques au cours de cette enquête-là pour mieux comprendre ce qui enseigne, qui ne s'arrête pas seulement à des questions qu'on vient dérouler au Parlement. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il y ait une certaine veille, même si on ne peut pas éradiquer ça, qu'on puisse encadrer le phénomène afin que nous puissions avoir encore des gens intègres dans notre société, des gens qui puissent lever le doigt pour dire ça, moi je ne le ferai pas, je vais œuvrer pour que le grand nombre ne le fasse pas. Allez, merci beaucoup à vous, chers messieurs, pour ces contributions à nos échanges ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Demain, on va se voir pour d'autres débats. Merci. Allez, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre. Est-ce que c'est prêt, Franck, ce que je ne comprends pas aujourd'hui? Non, ce que je ne comprends pas n'est pas prêt aujourd'hui. Ça va être le mercredi prochain. Certainement. Merci beaucoup à vous. Passez donc une bonne journée une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, on marque rapidement la pause et je vais installer mon invité de ce jour par ici. C'est le professeur Maxime Dacroze, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, on va parler d'un sujet à polémique aussi, même si ce n'est plus vraiment au devant de l'actualité comme dans un passé récent. Il s'agit de la question du franc CFA et de l'avenir de l'éco, la monnaie commune annoncée au profit donc de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.